Hebdocom sur BFM Business. Les géants de la pub mis à l'index. Cette semaine, un rapport des activistes du climat Clean Creatives dénonce et dénombre les contrats qui lient les agences aux entreprises polluantes dans la pub et les relations publiques. Près de 300 agences dans le monde, dont de nombreuses agences des 6 grandes majors sont concernées. WPP arrive en tête de ce classement avec 55 contrats devant Omnicom, Interpublic puis Publicis qui a noué 11 contrats avec des groupes d'hydrocarbures. Havas et Dentsu ferment la marche. Ils comptent chacun 5 contrats avec des entreprises polluantes. Clean Creatives a profité de la semaine du climat à New York pour communiquer avec une campagne d'affichage qui cherche à interpeller les salariés des agences de com sur ces liens entre leurs employeurs et les industries polluantes. Les activistes estiment que les efforts des groupes de pub pour réduire leurs émissions ne valent pas grand-chose et sont même une distraction tant que ces entreprises continuent de faire la promotion des hydrocarbures pour le compte de leurs clients. Clean Creatives plaide pour que les majors calculent l'impact carbone de leur campagne au service des entreprises polluantes. Plus de 700 agences ont en tout cas déjà signé l'appel lancé fin 2020 par ce collectif pour arrêter de nouer des contrats avec les compagnies gazières et pétrolières. L'impact de la grève à Hollywood sur le secteur de la pub aux États-Unis commence à se dessiner. Les grands networks ont tous dévoilé désormais leur grille d'automne avec très peu de nouveautés à l'antenne. 14% de séries fraîches dans la grille de CBS par exemple, contre plus de 70% habituellement. Rediff, jeux, télé-réalité vont venir combler le vide. Magna, qui vient de réactualiser ses prévisions pour le marché publicitaire, anticipe une baisse de 0,7% des revenus de la pub télé l'an prochain aux États-Unis, et cela malgré les Jeux Olympiques. Enfin Google, qui fait la plus grosse mise à jour de Bard depuis son lancement il y a 6 mois. Désormais disponible en français, l'IA générative du géant américain peut maintenant accéder aux emails, au drive de l'utilisateur ainsi qu'à YouTube et aux outils de réservation d'avions ou d'hôtels de Google. De quoi accélérer l'adoption et la monétisation de cette IA essentielle au maintien du leadership du moteur de recherche. Hebdocom, ça continue sur BFM Business et notre focus du jour, une entreprise qui communique via un influenceur, est-ce une stratégie efficace? C'est notre question du jour et pour en parler, j'accueille mes deux expertes. Sixtine Moulet-Berthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, tu es la fondatrice du média Le Crayon et à tes côtés Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être encore avec nous cette semaine. Tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconic. Alors, si on regarde les résultats de notre sondage, c'est plutôt partagé, mais on se dirige plus vers un non, à 60%. Pour notre communauté, la communication via un influenceur ne serait pas si efficace que ça. Voilà. Première question à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Moi, personnellement, j'ai été très surprise. Sixtine. Moi, ça ne m'a pas tellement surprise parce qu'à mon avis, la population qui regarde BFM n'est pas tellement jeune, ne fait pas partie de la Gen Z. Et justement, cette campagne était à destination de cette génération-là. Ouigo est une compagnie de train qui coûte pas très cher. Donc justement, l'une de leurs cibles principales sont les jeunes. Et qui de mieux que représenter cette marque par l'un des influenceurs les plus suivis justement par cette génération, les plus adorés, qui est Michou. Donc moi, justement, je pense que cette stratégie était une très très bonne idée de leur part. Marie-Virginie. Je rejoins ce que dit Sixtine. Je trouve que c'était une bonne idée, notamment en matière de business. Ça intervient juste après une campagne très réussie de vente de 100 000 tickets à 10 € qui avait déjà bien pris. Il y a quand même un sujet de recréer un capital sympathie pour Ouigo, parce qu'on a quand même vu beaucoup ces derniers mois de trains qui ne partaient pas, de retard de train et vraiment beaucoup d'agacement. Et effectivement, pour la cible des jeunes, c'est le bon procédé. Je comprends néanmoins les 60% de nos votants qui n'ont pas aimé la campagne pour deux raisons principales. Un, et c'est suffisamment rare pour être souligné, une entreprise de service public franchit le pas de faire appel à un influenceur. Donc c'est quand même quelque chose qui peut heurter certaines personnes qui regardent et qui sont au courant de cette campagne. Pourquoi ? Ça peut heurter parce qu'il y a quand même une partie d'argent qui est public. Donc l'argent public, est-ce qu'il est fait pour... en partie, parce que c'est une entreprise de service public, donc c'est un montage. Mais est-ce que cet argent, c'est aussi un peu celui des Français. Donc, est-ce que c'est bien de le mettre à destination d'un influenceur dont le métier est encore pas tout à fait bordé. On ne connaît pas encore très bien les règles qui l'entourent. Et puis, le deuxième source de mécontentement, c'est qu'il y a un décalage très fort entre l'ambition affichée par SNCF, qui est de promouvoir les modes de transport plus verts et plus green, et la réalisation
de la vidéo dans laquelle ce sujet de l'environnement est très peu présent. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que la vidéo, je pense, aurait pu être un peu plus adéquate à ce sujet-là. C'est vrai que dès le début de la vidéo, il dit que enfin Ouigo commence à trouver des transports un peu plus écolos. Et c'est vrai que dans la vidéo, c'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant. Alors que c'est vrai que c'est l'un des sujets majeurs aussi près de la génération Z, l'écologie. Après, il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs comprennent mieux les enjeux du marketing et de communication que de beaucoup de boîtes traditionnelles et même de grands groupes marketing qui sont là depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on leur demande vraiment de comprendre leur travail? C'est plutôt d'exécuter ce que les entreprises leur demandent. Oui, mais pour ça et pour bien le faire, il faut qu'ils le comprennent. Et en fait, aujourd'hui, il y a même beaucoup de campagnes qui ne se passent que par des influenceurs et plus du tout par des boîtes traditionnelles, parce qu'en fait, ils touchent 10 fois mieux la cible qu'ils souhaitent toucher. On va y venir. En quelques chiffres, juste pour contextualiser, dans le monde, on estime que cette année, 32,5 milliards de dollars devraient être investis dans le secteur, soit 18% de plus qu'en 2022. Marie-Virginie, pourquoi autant et jusqu'à quand et où ces investissements vont-ils monter ? Et en plus, je crois que les 32,5, c'est juste pour rémunérer les influenceurs. C'est même pas le marché économique que ça représente. Donc c'est énorme. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres là de nos rapports aux écrans. Et en 2 mots, aujourd'hui, un jeune au sens large, donc un jeune qui va jusqu'à 40 ans, il regarde très large. Il regarde à peu près 1h45 par jour les réseaux sociaux. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est toute une catégorie de population qui délaisse les médias traditionnels. Franchement, je suis pas sûre qu'ils regardent. Enfin, la télé regarde de moins en moins et très peu pour aller vers ces nouveaux. Enfin, c'est plus du tout des nouveaux médias, mais vers ces médias, à commencer par YouTube et Instagram. Donc, à mon avis, c'est une tendance qui va ne faire que croître et augmenter. Et la preuve, c'est justement cette campagne Ouigo avec un acteur du service public qui s'en empare. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, au moment où il avait fait sa campagne avec McFly et Carlito, qui avait suscité aussi énormément de discussions, énormément d'émoi, et tout ce qui se passe dans le monde politique ruisselle, évidemment. Et donc, je pense qu'on n'est qu'au début d'un mouvement qui va changer très fortement. Parce qu'on voit que ça touche nos pratiques. Quasiment maintenant tous les secteurs, le service public, la politique. Et habituellement, les principaux secteurs qui font appel à ces influenceurs aujourd'hui, donc c'est l'habillement, à commencer par Zara, H&M qui le font énormément, la cosmétique, le sport et les vêtements de sport, Nike, etc. Mais il y a aussi donc ça, ils font appel à des méga influenceurs, ils ont des stratégies d'influence de masse, mais il y a aussi plein de plus petites structures qui font des stratégies de micro-influence, qui d'ailleurs je trouve très intéressante. On va y venir d'ailleurs. Parmi les commentaires du sondage, on a eu Arnaud qui a souligné un point essentiel. Il a dit il faut s'associer avec des influenceurs, mais il est maintenant intéressant de s'intéresser aux micro-influenceurs, choix parfois plus pertinents en matière d'engagement. Sixtine, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que l'auto-engagement, à quel point c'est important aujourd'hui comme donnée, et est-ce qu'on peut dire qu'il est presque l'équivalent d'une mesure de retour sur investissement pour une marque ? Alors, le taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre d'abonnés de cet influenceur et son engagement par rapport à son reach, c'est-à-dire soit le nombre de likes ou le nombre de vues que celui-ci fait sur la plateforme, ça peut être Instagram, TikTok, qu'importe. Et c'est vrai que les micro-influenceurs, parfois, sont beaucoup plus pertinents parce que s'ils sont dans une niche spécifique, mettons le sport, et que, j'ai n'importe quoi, Keepcool, une marque de sport, veut les mettre en avant, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de payer moins cher un micro-influenceur, mais qui va toucher beaucoup plus d'audience, donc qui va avoir un taux d'engagement plus élevé, ou en tout cas pas forcément plus élevé, mais beaucoup plus ciblé. Donc il y aura beaucoup plus de conversion après vers, mettons, la salle de sport en question, que quelqu'un qui, mettons, est un influenceur lifestyle, qui a certes beaucoup plus d'abonnés, mais qui va coûter plus cher, qui peut-être ramènera beaucoup moins de clients après, parce que ce n'est pas forcément niché dans la catégorie du sport. Donc le meilleur choix que peut faire une marque, est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce que on se dirige vers les micro-influenceurs, ou est-ce que la marque doit s'adapter en fonction de son secteur ? Ça dépend des marques. Et pour aller dans le sens de ce que dit Sixtine, en fait, grâce à cette nouvelle stratégie des influenceurs, le consommateur de médias passe d'une publicité subie à une publicité choisie, parce que
c'est lui-même qui fait la démarche d'aller s'abonner à un influenceur dont il connaît les valeurs, dont il connaît les engagements, et donc il accepte par ce geste même de voir les partenariats auxquels l'influenceur a pressenti. Moi, je pense que ça dépend vraiment. Il y a 2 stratégies. Les grandes marques les plus connues, c'est vrai qu'elles ont tendance à faire de la masse influence. Moi, j'ai regardé la campagne de Michel et Augustin récente, là, qui avait été assez bien réussie. Et là, c'était que de la micro-influence. Ils ont envoyé à plus de 1000 influenceurs très locaux un petit coffre dans lequel il y avait leurs nouveaux produits. Et donc, pour ouvrir le coffre, il y avait un code secret. Donc, il a fallu que tous les abonnés l'aident à ouvrir le code secret, ce qui, je pense, crée pas mal d'engagement. Donc je pense que pour les petites marques, la micro-influence, c'est peut-être plus efficace que la masse influence, que de toute façon, elle ne pourrait pas s'offrir, je crois. Je suis bien d'accord, et même d'ailleurs, même comme un réseau social comme LinkedIn, aujourd'hui fait de plus en plus de campagnes d'influence avec justement des créateurs qui n'ont pas des millions d'abonnés, parce que sur LinkedIn, ça n'existe pas, en tout cas en France, d'avoir des millions d'abonnés, et qui ont des résultats justement incroyables parce que c'est très niche, c'est des cibles bien spécifiques, donc bien amenées, qui coûtent moins cher que sur les autres réseaux sociaux parce que forcément, il y a moins d'audience. Et ben, encore une fois, les micro-influenceurs peuvent être très très utiles dans ce genre de cas. Plus généralement, quelles conséquences va avoir la loi qui a été adoptée au Parlement sur l'encadrement des influenceurs qui est mise en vigueur depuis le mois de juin? Quelles conséquences ça va avoir sur le marché de l'influence, à toutes les deux? Moi, je pense que ça va réduire les influenceurs qui mettaient en avant tout et n'importe quoi parce qu'ils vont avoir peur justement que leur communauté ne les suive plus, même s'ils affichent. Aujourd'hui, justement, la nouvelle loi, pour le rappeler rapidement, tu es obligé d'afficher quand tu es dans une collaboration rémunérée ouvertement à ton public. Là où avant, tu n'avais pas besoin de l'afficher, ce qui parfois pouvait créer un petit quiproquo et c'était plus facile pour les influenceurs de mettre en avant des placements de produits. Aujourd'hui, comme tu es obligé de l'afficher, ça veut dire que tu affiches vraiment, on va dire doublement par rapport à avant, le fait que tu collabores avec cette marque. Donc les influenceurs font également eux aussi beaucoup plus attention qu'avant avec quelle marque ils s'affilient. Donc c'est là aussi où le challenge fait qu'il y a moins d'escroqueries, il y aura moins de fausses marques, de dropshipping, etc. Ce qui était d'ailleurs l'objectif du gouvernement. Pour l'instant, les influenceurs qui ne respectent pas la loi se prennent souvent des grosses amendes et doivent afficher tout en haut, en tout cas en épinglé de leur profil, une sorte de petite photo que le gouvernement avait imposé d'afficher quand ils n'avaient pas respecté la loi là-dessus, pendant un temps évidemment défini. Mais tout ça que maintenant c'est beaucoup plus contrôlé. Je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne chose pour éviter d'arnaquer les... Donc c'est une bonne chose. Des grosses sanctions qui sont mises en place, est-ce que ça peut avoir un impact négatif selon toi, Marie-Virginie? Moi je pense que ça va professionnaliser ce métier qui est un nouveau métier. Je veux dire, d'ailleurs, on parlait même pas de métier il y a encore quelques années. On était influenceur par hobby, mais pas par métier. Donc ça va le professionnaliser. Je crois même qu'ils doivent déclarer tout ce qu'ils perçoivent en cadeau de la part des marques dès le 1er euro. Donc ça aussi, ça va quand même changer. Donc ça va professionnaliser. Moi, je pense que ça va poser une question importante pour les influenceurs eux-mêmes. C'est celui de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils vont devoir réfléchir vraiment très fortement avant de s'engager avec des marques sur la sincérité que ça évoquera auprès de leurs abonnés. Et c'est peut-être là la limite que je trouve de cette campagne WeGo, c'est que quand on regarde, donc c'est un commentaire d'une de nos votantes, quand on regarde, donc moi j'ai regardé vraiment toute la vidéo et honnêtement j'ai très 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 peu entendu parler d'environnement, alors que beaucoup dans la campagne affichée. Et par ailleurs, quand on regarde sur le compte Instagram de Michou, c'est vrai qu'on se demande si réellement il aura un comportement responsable en matière de transport sur le long terme, parce qu'il a fait beaucoup de voyages dans plein d'îles du monde. Et voilà, il faut une cohérence. Ça va être très important, y compris pour lui, pour son business, parce que sinon il va perdre des abonnés, donc il va perdre de sa valeur. Et je pense aussi que la plus grande crainte des influenceurs aujourd'hui, c'est que ça s'arrête. Qu'Instagram impose de nouvelles normes, de nouvelles règles. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'Instagrammeurs retourner vers YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Ouais, je pense que ça va créer beaucoup de changements. Non, je suis bien d'accord. Après aussi, il y a un paradigme qui a pas mal changé, c'est que maintenant les marques doivent aussi réussir à vraiment bien convaincre les influenceurs de travailler avec eux. C'est plus tiens, je travaille avec toi et l'influenceur est hyper content, comme si c'était incroyable, c'était un honneur. Mais pour les convaincre, il faut juste payer le prix, non? Bah non, pas forcément, justement, parce que certains, voilà, je pense que là, typiquement, ils ont pris Michou. Ça se trouve, avant, ils avaient proposé à des créateurs de contenu peut-être autant connus, qui étaient peut-être plus axés sur la cause écologique et qui peut-être eux se sont dit bah non, on va pas s'affilier avec WeGo, ils sont pas assez écolos pour nous, on va
on va se faire taper sur les doigts par notre communauté. Enfin, ça se trouve, moi, c'est une hypothèse que j'aimais. Donc, ils se sont dit, Michou a dit oui, il peut quand même réussir à se rapprocher un petit peu de ça peut être parfait. Donc, il y a aussi ce biais-là qu'il faut penser, c'est que les marques doivent aussi convaincre. Il n'y a pas que le prix. Et donc, ça crée toute une complexité quand tu veux faire des campagnes. Mais du coup, un cercle plutôt vertueux. C'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent avoir accès aux influenceurs les plus percutants pour elles vont devoir montrer aussi, donner des gages d'engagement. Donc ça, moi, je pense que c'est un cercle très vertueux. On suivra ça tout au long de l'année dans Hebdocom. Merci à toutes les deux d'avoir été avec moi, Marie-Virginie et Sixtine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et évidemment, en replay, en podcast et partout sur l'appli de BFM Business. Et comme chaque semaine, on termine cette émission par notre campagne chouchou, par notre campagne préférée, choisie et présentée au dernier jury créatif du Hit Parade. Pour connaître le nombre d'étoiles qu'elle a décroché, je vous donne rendez-vous dans le magazine CB News du mois prochain. Il s'agit du nouveau film pour Handicap International. Il s'appelle After News. Il a été réalisé avec l'agence Strike et il est signé Jérôme Gonfon et Rémi Lascaux à la création. Très très bon week-end sur BFM Business. It was around 7 a.m. when residents were woken by the air raid sirens. 根据当地政府初步统计，截至目前为止，已经有32。风超大的你看声音没有问题吧On aimerait tous que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas parce que les infos se terminent que les crises ne sont plus d'actualité. C'est pour cela que depuis 40 ans, et tant qu'il le faudra, Handicap International agit sans relâche pour que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées pour compte.